Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue donc pour cette traditionnelle remise des prix entreprises et environnement conjointement organisée par le ministère de l'écologie et l'ADEME, bien sûr. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur ce plateau aujourd'hui. Avant de débuter cette cérémonie et de récompenser les entreprises virtueuses qui ont présenté leur dossier dans le cadre de ces prix entreprises et environnement, je vais demander à Laurent Tapadinas, adjoint au commissaire général au développement durable au ministère de l'écologie, de me rejoindre. Il est accompagné par Fabrice Boissier, directeur général délégué de l'ADEME, qu'on peut applaudir tout de suite pour leur souhaiter la bienvenue. Messieurs, asseyez-vous, vous avez un micro. Quelques mots peut-être Monsieur Tapadinas déjà pour souhaiter la bienvenue et puis rappeler quand même l'engagement du ministère et du commissariat général pour ces prix entreprises et environnement. Je vous remercie, oui, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Le prix s'inscrit dans maintenant une longue tradition puisque nous sommes à la 28e édition. Je crois que déjà 190 lauréats ont été désignés depuis l'initiation de ce prix qui est organisé, comme vous l'avez dit, par le ministère en charge de l'écologie avec l'ADEME. Donc nous nous réjouissons au commissariat général au développement durable de participer cette année encore à cet exercice et je remercie tous les membres des jurys qui sont impliqués et puis tous les entreprises qui sont mobilisées pour présenter des offres, des projets très, très intéressants. Des projets, des offres et un prix qui a une importance capitale pour le business de ces entreprises car il est véritablement une rampe de lancement et on l'a vu tout au long de ces dernières années. Je crois qu'effectivement ce prix donne une visibilité intéressante au projet et donc, je crois que les lauréats sont heureux d'être là aujourd'hui, non seulement pour recevoir leur prix, mais ensuite pour effectivement ce que ça pourra leur apporter pour développer leur innovation. Fabrice Boissier, vous êtes le directeur général délégué de l'ADEME. Pour l'ADEME aussi, ces prix sont un moment important de l'année. D'abord parce que la sélection est drastique et le jury est tout à fait attentif au moindre détail avant de choisir les lauréats. Vous coportez depuis maintenant 3 ou 4 ans avec le ministère ce prix. Quelle signification a-t-il et aussi quelle signification a représente l'engagement de l'ADEME ? Je voudrais tout d'abord vous dire le plaisir qu'a l'ADEME d'ouvrir avec vous cette séance et vous dire que pour nous cet engagement il est naturel. Laurent disait ça fait 28 ans que ce prix existe. Ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est peut-être qu'on est dans un contexte de mobilisation générale pour la transition écologique et énergétique, transition bien sûr que l'ADEME accompagne, mais cette transition, les pouvoirs publics ne peuvent pas la faire tout seuls. On a besoin des entreprises, de leurs innovations, et donc là, on a, je crois, des illustrations vraiment flagrantes de ce que peuvent faire les entreprises. Donc ce prix pour nous, c'est une manière de vous remercier de votre engagement pour l'écologie et le développement durable. C'est aussi une manière, comme le disait Laurent, de vous faire connaître, de vous mettre sur les rampes de lancement et de vous accompagner dans votre croissance. Et oui, effectivement, les politiques publiques, mais derrière les entreprises pour développer des solutions pour notamment lutter contre le réchauffement climatique. Mais on verra que c'est beaucoup plus large, bien évidemment, dans la remise de ces prix entreprises et environnement. Avant de commencer, je voudrais préciser aux lauréats des grands prix, donc des 5 catégories, que vous pourrez prendre votre prix et l'objet qui le symbolise, mais il faudra, pour les grands prix, j'entends bien, venir le reposer à la suite de la cérémonie. Pourquoi ? Puisque nous attendons bien sûr la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, qui viendra vous remettre en main propre, et donc nous avons une petite gymnastique à faire pour que tout se passe bien. 5 catégories pour ces prix Entreprises et Environnement 2015. Catégorie économie circulaire, catégorie innovation dans les technologies, catégorie biodiversité et entreprises, catégorie management et initiative pour le développement durable, et puis la catégorie éco-produits pour le développement durable. Vous verrez, il y a une 5e, non pas catégorie, mais un 5e prix, lutte contre le changement climatique. Nous allons commencer par la catégorie économie circulaire et c'est vous, Fabrice Boissier, qui allez m'aider à remettre ces prix. Nous avons 2 entreprises qui sont lauréates, Green Creative et Clarlight. La catégorie est présidée par Christian Trenel, qui est directeur général du pôle de compétitivité Team 2, qui est spécialisé, vous le savez, dans le recyclage et qui est directeur aussi de l'association de soutien et d'accompagnement aux entreprises CD2E. Je l'invite à venir me rejoindre sur le plateau, monsieur Christian Trenel. Non, mais restez là, restez là.
Un mot, peut-être avant de débuter et de remettre le premier prix. Alors on a été surpris parce que dans les candidats, il y avait des choses qui ne concernaient pas dans l'économie circulaire que le recyclage. Et ça a été une des choses qui nous a bien marqué et qui montre aussi que la perception de ce qu'est l'économie circulaire est maintenant bien intégrée dans la pensée des gens et ne se résume pas uniquement au recyclage des déchets. Et donc c'est en partie ça, et notamment, si vous l'expliquez un petit peu ce qu'ils ont fait, c'est une très belle illustration de ce qu'on veut développer à travers l'économie dite de fonctionnalité pour le premier prix. Pour le deuxième, c'est une start-up et on voit comment elle a réussi à développer aussi des innovations, mais en lien avec des grosses entreprises, en lien avec des partenaires industriels significatifs. Et puis, on pense que le maillon de ce qu'elles ont proposé avec la technicité des produits éco-conçus et puis un certain nombre de réflexions autour non seulement du matériel, mais de toute la logistique du matériel et de l'impact sur le process, c'est ça qui a marqué le jury. Alors nous allons maintenant procéder à cette remise de prix. Je vais appeler la société Green Creative qui reçoit le prix coup de cœur du jury et obtient la mention spéciale lutte contre le changement climatique pour FlexiDry, le déconditionneur de biodéchets. Et c'est Lucille Nourry, la présidente de Green Creative, qui va nous rejoindre. On peut l'applaudir. Green Creative est une start-up qui a développé FlexiDry, une solution innovante pour le déconditionnement des biodéchets. FlexiDry permet de séparer le contenu du contenant et ainsi de répondre aux critères de la filière de la méthanisation. En valorisant les biodéchets, FlexiDry permet de lutter contre le changement climatique par la réduction des gaz à effet de serre et principalement des émissions de méthane qui a un pouvoir, on le sait, de réchauffement global 24 fois supérieur à celui du CO2. Fabrice Boissier, je crois que vous avez quelques questions et quelques précisions à demander à Lucille Nourry. Oui, bonjour. Effectivement, j'ai regardé un peu votre innovation qui a l'air très intéressante. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus qu'est-ce qui différencie le FlexiDry des autres solutions classiques en termes de déconditionnement? Alors, tout d'abord, si je peux me permettre, je vous remercie à tous et également au jury de nous avoir Parlez bien près de votre micro. remis ce prix. Nous sommes très honorés. Alors, au niveau du FlexiDry, c'est vrai qu'on a deux atouts majeurs. C'est le fait de ne pas utiliser d'eau. C'est inédit sur ces technologies. Et également, en fait, d'avoir une qualité de pâte organique. Alors, c'est pas très sexy, mais sans inerte, donc sans emballage, ce qui permet en fait que ça soit admissible et surtout bien valorisé par les filières de méthanisation et de compostage. Donc vous êtes à la fois sur le recyclage et l'économie de ressources, un autre pilier de l'économie circulaire, c'est très bien. Et alors si on parle un peu d'avenir maintenant, donc vous avez votre produit, vous l'avez déjà implanté je crois 2 fois. Quelles sont les perspectives, un développement commercial, d'autres produits à venir, des innovations encore? Tout à fait. On a installé 2 machines cet été qui ont permis en fait d'enclencher pas mal de visites commerciales et d'enclencher le développement commercial en France, mais aussi à l'étranger, parce qu'on se rend compte que la Belgique, la Suisse et l'Allemagne sont très friands de cette typologie de produits. Et puis en 2016, on va lancer notre poubelle intelligente R3D3. On a déjà 30 pré-séries qu'on installe en mars et on lancera plus tard toutes les séries en France et en Europe. Il y avait R2D2 dans Star Wars et vous c'est R3D3. Exactement. Très bien. Monsieur Trenel, peut-être un mot par rapport, vous l'avez déjà souligné, mais un mot pour féliciter effectivement Lucille Nourry. On a vu aussi à la fois le dynamisme de la présidente, elle a aussi convaincu le jury, mais c'est surtout cette capacité à faire travailler aussi un certain nombre d'autres acteurs dans le développement de son activité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas isolés. Et j'ai vu que vous avez aussi une volonté de mailler avec un certain nombre de partenaires pour pouvoir développer son activité, et notamment à l'international. C'est très bien de viser aussi l'international tout de suite. Green Creative qui reçoit le prix coup de cœur du jury et obtient la mention spéciale lutte contre le changement climatique. Applaudissements pour Lucille Nourry. Dans cette catégorie économie circulaire, nous passons maintenant à la remise du Grand Prix et c'est Clarlight qui reçoit le Grand Prix pour le Clar Concept qui permet de vendre l'usage de la lumière et non les équipements qui la produisent. J'appelle Caroline Bonnet, présidente de Clarlight. Encore une femme sur ce plateau, on s'en réjouit.
L'entreprise Clarlight permet de faire entrer la lumière dans l'ère de l'économie de la fonctionnalité. Clarlight ne fournit pas d'équipement d'éclairage, mais une quantité de lumière utile, adaptée et performante aux entreprises. Le consommateur peut gérer au mieux sa consommation de lumière et ainsi se libérer de l'achat d'équipements coûteux et de leur entretien. Avant d'en dire un petit peu plus, je vous propose de regarder un film qui vous présente effectivement Clarlight et le Clar Concept. Clarlight vend des clars. Le clar, c'est l'unité que nous avons conçue pour exprimer l'énergie lumineuse. Alors pour les initiés, c'est le produit d'une puissance lumineuse fournie par une source de lumière, par le temps pendant lequel elle est fournie. Nous cherchons à vendre la lumière la plus efficace, la plus rentable, la moins chère pour nos consommateurs de lumière. Le projet de Clarlight est non seulement une innovation technologique, mais c'est aussi une innovation du modèle économique, puisqu'on passe d'une économie où on achète un bien, un service qu'on consomme et puis qu'on jette, à là vraiment une solution globale, et on n'achète plus un bien ou un service, mais on achète l'usage de ce bien ou de ce service. Donc c'est ce qu'on peut appeler l'économie de la fonctionnalité, qui est un des piliers de l'économie circulaire. C'est pour ça qu'on a choisi d'accompagner Clarlight, qui se trouvait en plus au sein de locaux. Le Clar Concept, c'est un modèle et réellement un concept dans le domaine de la lumière. C'est une façon de vendre de la lumière au lieu de vendre des équipements d'éclairage. Sur un établissement comme celui-là, on peut avoir deux types d'interventions. La première intervention, on a des luminaires existants dont on va maintenir l'emplacement et la répartition et qu'on va rénover. On a aussi une deuxième démarche qui consiste à se poser véritablement la question de savoir si l'implantation des luminaires au jour d'aujourd'hui correspond à ce qu'il faudrait que ce soit pour que l'installation soit complètement optimisée. Et si on se rend compte qu'il y a une modification à faire, eh bien on la propose à notre client, on change l'implantation et auquel cas on a une nouvelle répartition dans le magasin. Avec les équipements qu'on met en place, la consommation énergétique est 2 fois moindre sur l'éclairage. Notre client, sans investir 1 euro, va au moment où on va installer nos équipements, commencer à faire des économies et il est complètement libéré des obligations de maintenance et d'entretien de son installation. Clarlight mène un programme de R&D qui est extrêmement important, qui a 2 directions. L'un sur les sources de lumière et l'autre sur l'intelligence des objets connectés. Notre travail, c'est de nous intéresser à toutes les solutions de captage et de guidage de la lumière naturelle. C'est les petits objets qu'on va venir mettre sur les postes de travail ou dans les zones de confort des utilisateurs, de façon à pouvoir contrôler la quantité de lumière que l'on amène dans la scène. Le but n'est pas de maximiser le nombre d'équipements d'éclairage, mais au contraire de les minimiser, de façon à minimiser la consommation et à maximiser le confort de l'utilisateur. C'est un projet qui est gagnant pour tout le monde, puisqu'on a vu qu'il était performant en termes économiques, qu'il était performant en termes environnementaux. Donc tout le monde s'y retrouve, aussi bien Clarlight que le client que l'environnement. On peut l'applaudir encore. Et vous avez vu quand même que nous sommes sur un grand écran, hein. C'est les prix entreprises d'environnement en grand format. Alors vous avez aussi une télé ici si vous le souhaitez, mais on est un peu comme au cinéma finalement. Monsieur Boissier, peut-être 1 ou 2 questions à propos de ce Grand Prix. Oui, alors j'ai vu dans le film que vous vendez des clars. Quand j'ai fait mes études d'ingénieur, on parlait de Lux, de Lumen, de Candela. Alors bientôt le clar en unité du système international, ou bien c'est un concept marketing ? Non, ce n'est pas qu'un concept marketing. Alors tout d'abord, merci. Un peu plus près. Merci à vous. Non, alors moi je parle un peu avec des notes parce que c'est quand même relativement important tout ça, donc je ne voudrais pas oublier certaines choses. Donc le clar, c'est une unité de mesure que nous avons conçue pour quantifier l'énergie lumineuse, ce qui n'avait jamais été fait. L'énergie lumineuse, elle caractérise les besoins que vous avez, tous, chacun, entreprise, particulier, pour travailler, vivre et donc pour consommer. Cette énergie lumineuse, donc, elle est le produit d'une puissance par un temps, pour vous physiciens. Donc aujourd'hui, vous pourrez donc du coup acheter des clars de lumière
comme vous achetez aujourd'hui des kilowattheures pour l'électricité, des mètres cubes pour le gaz ou l'eau, ou des minutes de consommation téléphonique ou de circulation à vélo pour traverser Paris. Voilà. Le CLAR utilise pour être produit des sources de lumière, toutes les sources de lumière innovantes et performantes, du coup pour être produit à meilleur coût et à plus grande efficacité. Voilà. Et l'avantage du CLAR, c'est qu'effectivement, il nous sert à sortir de la logique de l'achat de l'équipement pour rentrer dans l'économie de l'achat du consommable. Et donc là, on rentre dans l'économie circulaire, hein, puisque vous recevez le Grand Prix économie circulaire. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu cette économie circulaire, pour vous, comment est-ce que vous l'appréhendez? Est-ce que c'est une philosophie de toute votre entreprise, ou est-ce que c'est uniquement l'économie de la fonctionnalité? Est-ce qu'il y a d'autres pistes que vous explorez? Je crois que c'est plus qu'une philosophie, c'est une éthique de vie pour tous. Je crois que tous les gens qui sont présents ici ont conscience de ça. Le CLAR rentre dans le schéma de l'économie circulaire parce que c'est le principe de la fonctionnalité et de l'usage. Du coup, il y a 3 principes complètement vertueux qui sont le principe économique, puisque le CLAR est rentable pour la personne qui va l'utiliser et qui va de ce fait transformer un investissement d'achat d'équipement en charge de fonctionnement. Pour Clarlight, puisqu'elle bénéficie de la rentabilité d'un équipement qui est pérenne et d'une fourniture qui est pérenne, celle de la lumière. Le critère environnemental est aussi très important, puisqu'on utilise tous les procédés les plus innovants, les plus performants énergétiquement et les plus fiables et les plus durables. Donc moins de produits consommés, moins de matières premières et moins de déchets. Et enfin, la performance sociétale, puisque cette valeur ajoutée par l'usage rend le produit beaucoup moins indépendant de sa source, de son prix de revient. Donc de ce fait, on peut acheter et utiliser des équipements performants qui certes peuvent avoir un coût un peu plus important, mais qui peuvent être rentabilisés. Donc de ce fait, utiliser toutes les capacités de performance des entreprises françaises et les capacités d'innovation au profit du CLAR. Voilà. Merci Caroline Bonnet. Merci, on vous applaudit encore une fois pour ce Grand Prix dans la catégorie économie circulaire. Merci. Alors, reprenez votre trophée et surtout remettez-le à la fin pour que Madame la Ministre, pas tout de suite, gardez-le, réchauffez-le, encore qu'il ne fasse pas très froid, hein, peut-être dehors un petit peu, mais ici ça va, et vous recevrez des mains propres de Madame la Ministre. Nous allons maintenant passer à la deuxième catégorie, innovation dans les technologies. Et donc c'est Laurent Tapadinas du Commissariat général au développement durable qui va m'accompagner. 3 lauréats pour cette catégorie, Enogia, Aegis France et M2I Life Sciences. Une catégorie qui est présidée par Alain Griot, que tout le monde connaît si vous êtes un peu dans le monde de l'environnement, mais qui est apparemment bloqué dans Paris, donc il peut arriver d'une minute à l'autre. Alain, qui est le président donc, de cette catégorie, et donc c'est vous, Monsieur Tapadinas, qui allez finalement remplacer au pied levé Alain Griot. Ça marche. C'est moi qui suis un petit peu coupable de l'avoir envoyé en réunion à ma place. Donc effectivement, je pense qu'il aurait témoigné du fait que ce jury avait pu constater la diversité, la créativité des projets qui étaient présentés, qui lui ont été soumis, et à la fois dans des secteurs traditionnels et des secteurs beaucoup plus nouveaux, tendant notamment à traiter les sujets qui sont d'actualité autour du changement climatique. Oui, c'est la nouvelle technologie, des nouvelles technologies, parce que ça va très vite, très vite dans le monde de l'environnement. Tout à fait, oui. Alors, 3 lauréats, vous disais-je. Premier lauréat, c'est Enogia, qui reçoit la mention coup de cœur du jury pour ses mini-centrales ORC, pour Organic Rankine Cycle, à microturbines qui élargissent l'usage des cycles de Rankine à une vaste gamme de puissance pour plus d'efficacité énergétique. Et j'appelle sur le plateau pour recevoir son prix Arthur Leroux, président d'Enogia. On peut l'applaudir. L'entreprise Enogia a été créée en 2009 à Marseille. C'est une PME de 17 salariés. Elle propose des modules utilisant la technologie ORC, je vous le disais, permettant la création d'électricité à partir de chaleur perdue. Avec son innovation, l'entreprise peut désormais proposer des modules s'appliquant à des installations diverses de type biogaz, biomasse, des sites d'enfouissement ou des moyens de transport. Bravo encore, Monsieur Leroux, pour ce coup de cœur du jury. Monsieur Tapadinas. J'ai envie de vous demander tout simplement pourquoi ce développement, à quelle problématique vous avez cru bon au travers de cette innovation de vouloir répondre. Oui, tout d'abord je vous remercie, je suis également très honoré pour ce prix.
Donc à travers ce développement, nous avons voulu proposer une solution à la problématique de la valorisation des rejets de chaleur, et notamment de la chaleur fatale. Il se trouve que sur de nombreux usages de l'énergie, de la production de l'énergie, il y a des rejets liés au rendement des systèmes, notamment dans le cadre de la biométhanisation, vous l'avez souligné, il y a des rejets de gaz chaud et d'eau chaude de la part des moteurs qui transforment le biogaz en électricité. Et nous avons voulu proposer une solution pour valoriser ces rejets de chaleur en les transformant dans une électricité transportable et utile. Ah, vous avez proposé une solution, mais du coup, quelle est cette solution? Quel est ce qui différencie l'atout innovant de votre projet? Alors, notre solution, c'est un produit basé sur le cycle organique de Rankine. C'est une machine qui, via la détente d'un fluide réfrigérant dans une micro-turbine innovante, produit de l'électricité. Ce fluide réfrigérant étant comprimé et réchauffé par la chaleur qu'on va chercher à valoriser. Eh bien, bravo à vous, on peut vous applaudir encore une fois. Arthur Leroux, président d'Elogia, coup de cœur du jury dans la catégorie innovation dans les technologies. Merci beaucoup. Deuxième lauréat, donc toujours dans cette catégorie, eh bien c'est Aegis France qui reçoit la mention spéciale lutte contre le changement climatique pour Roseau, résilience opérationnelle pour la soutenabilité des aménagements urbains, un dispositif systémique de réalisation de diagnostic de résilience des territoires. Et il n'a pas attendu que je l'appelle, il est monté tout de suite, c'est bien, il était pressé. Olivier Ledru, directeur innovation et développement durable de la société Aegis France. Forte de 12 000 collaborateurs partout dans le monde, Aegis figure parmi les leaders mondiaux de l'ingénierie du développement durable. Aujourd'hui, c'est avec Roseau, un instrument d'accompagnement des collectivités dans leur stratégie d'adaptation au changement climatique, que l'entreprise est primée. L'objectif de Roseau est de créer une connaissance commune de la résilience des services urbains afin de permettre l'identification de solutions techniques et organisationnelles contribuant à l'amélioration de la résilience de la ville de manière globale. Donc là, on est effectivement dans une logique et dans le périmètre des villes durables. Laurent Tapadinas, peut-être une ou deux questions pour Aegis. Oui, une question de compréhension déjà, d'en savoir un peu plus sur en quoi consiste l'approche Roseau que vous avez développée. Bonjour, merci également et nous sommes très honorés d'avoir reçu ce prix. L'approche Roseau, c'est un petit peu ce que la médecine interne est à la médecine. Il s'agit en fait d'aller d'abord regarder la ville comme un organisme vivant avec une somme d'organes et une somme de canaux, de flux, tout comme le système nerveux, le système et les différents organes, et de comprendre les interdépendances entre ces différentes briques constitutives de la ville. Quand un événement climatique ou un événement naturel se produit, il y a souvent des effets dominos. Et la valeur ajoutée par Roseau, c'est de comprendre les interdépendances entre ces différentes, entre des briques comme par exemple des centrales de production d'énergie, des réseaux d'assainissement, des réseaux de transport, des réseaux de transport, des réseaux d'énergie, des hôpitaux, et de simuler les impacts possibles de ces événements. La démarche, c'est d'abord finalement passer au scanner ou à l'IRM le fonctionnement d'une ville, et à partir d'événements qui sont des événements redoutés comme des inondations ou des tempêtes, imaginer les conséquences de ces effets dominos et du coup à travailler avec les différentes parties prenantes, les pouvoirs publics, les gestionnaires de réseau, à identifier des solutions qui, dès le mode normal, sans perturbation, améliorent le fonctionnement. On est bien dans une optique d'aider les différents systèmes urbains à travailler mieux, à faire mieux avec moins, parce qu'on est dans un système contraint en termes de finances, et puis d'anticiper et de gérer mieux les perturbations qui peuvent arriver. Merci beaucoup pour votre témoignage, on peut vous applaudir encore une fois. Nous remettons maintenant le grand prix de cette catégorie innovation dans les technologies. C'est M2I Life Sciences qui reçoit le grand prix du jury pour la micro-encapsulation verte des phéromones dans des fins de protection biologique des cultures. Vous allez voir dans un instant le film et vous allez tout comprendre. On accueille Johan Fournil, le directeur de la communication et du développement de M2I Life Sciences. On lui remet bien évidemment ce prix. La société de chimie M2I s'implique fortement depuis sa création en fin 2012 dans les questions
d'utilisation des phéromones pour la protection biologique des cultures. Aujourd'hui composée de 105 employés basés à Saint-Cloud, elle a mis au point une technologie brevetée de micro-encapsulation verte des actifs phéromonaux qui propose une alternative crédible et originale à l'utilisation des pesticides, notamment dans la lutte contre les espèces invasives. On est bien sûr là contre la lutte dans le domaine de la lutte contre les pesticides et les phytosanitaires. Avant de vous entendre, on va voir en images et vous verrez que c'est très facile à comprendre ce que M2I Life Sciences a mis au point. Regardez. M2I est un groupe industriel français fondé fin 2012 qui compte aujourd'hui près de 110 employés. Le métier de M2I, qui est une entreprise chimique, est à la fois de développer et de produire des principes actifs de spécialité pour la pharmacie, la cosmétique, d'autres secteurs, et également de réaliser des produits finis de biocontrôle. Le biocontrôle, en fait, ce sont des technologies alternatives à l'utilisation d'insecticides, de pesticides, lorsqu'il s'agit de traiter des cultures, ou alors qui permettent de modifier le comportement, calmer des animaux, sans avoir recours à des médicaments lourds. Il existe un très grand nombre de méthodes pour faire du biocontrôle. Ici, chez M2I, nous nous consacrons uniquement aux phéromones. On a fait de la recherche fondamentale avec l'INRA sur la technologie qui permet de contrôler le comportement des insectes. On appelle ça de la confusion sexuelle. Cela revient en fait à mettre dans un espace, une forêt par exemple, une quantité de phéromones qui va permettre d'empêcher les insectes de se retrouver entre mâles et femelles et donc d'empêcher la reproduction et donc de faire baisser la population. L'avantage fort de la phéromone, c'est qu'une phéromone est liée expressément à une espèce d'insecte. Donc il n'y a absolument aucun impact sur les autres espèces d'insectes, aucune nocivité sur les abeilles avec les phéromones. Alors ici, on est sur la parcelle de pin de Monsieur Bousquet pour faire une démonstration de la lutte contre la chenille processionnaire du pin en confusion sexuelle avec des billes de paintball. Depuis quelques années, c'est chaque année, dans les zones plein sud, là, on a nos arbres pendant l'hiver qui sont complètement dévastés par ces chenilles. Ça touche environ 25% des pins français. Alors c'est un problème évidemment pour les exploitations forestières, pour la santé des végétaux, mais également pour la santé publique, puisque ces chenilles sont particulièrement urticantes. Sur 40 hectares de pins laricio qui ont été plantés, j'envisage là de reboiser, de tout refaire sur 15 hectares. Ils sont vraiment régulièrement dévastés par ces chenilles. On a perdu 35 ans, quoi. La technologie et l'usage du paintball a plusieurs avantages. On peut aller au gré de la forêt et tirer les billes sur les troncs relativement hauts pour permettre une lutte efficace et prolongée. Ça dure environ 4 à 6 mois, c'est-à-dire qu'avec un passage en forêt et en tirant une bille tous les 3 arbres, vous protégez votre parcelle pour l'intégralité de la saison de présence des papillons. C'est d'abord une technologie de micro-encapsulation. Cette technologie en fait repose sur la préparation des phéromones dans des microcapsules à l'aide d'un procédé particulier qui est breveté. Nous avons ensuite breveté des applications de ces phéromones encapsulés telles que la bille de paintball qui contient ces microcapsules de phéromones qui vont diffuser ensuite sur les pins. C'est une préoccupation environnementale du projet que l'intégralité des composés soit biodégradable. Notre gel est sans solvant et sans produits chimiques. La bille est biodégradable. Cette technologie permettant de simplifier la dépose du produit, d'améliorer son efficacité et d'abaisser les coûts, normalement, doit pouvoir rendre accessible au plus grand nombre d'exploitants agricoles et de types de cultures l'usage de la phéromone et une lutte de biocontrôle contre les ravageurs et de protection des végétaux. Oui, je rebondis directement sur la fin du film. Donc, on voit qu'on a vu dans ce film un mélange de technologies un peu traditionnelles pour envoyer les billes. Et ludique aussi. Hein. Et ludique. Et d'innovation en matière de recherche. Vous concluez sur effectivement les perspectives de cette solution. Donc, vous voyez l'utilisation des phéromones comme une solution d'avenir pour la protection des cultures. Merci avant tout, merci beaucoup. Merci pour ce prix qui récompense effectivement cette innovation, mais également tout le dynamisme du groupe M2I. Et on espère que ça va continuer à accompagner notre croissance et notre dynamique d'embauche.
Oui, les phéromones, une solution d'avenir. Déjà, c'est la combinaison de la vieille industrie, d'un savoir-faire de chimie de synthèse et de chimie organique, avec une innovation au service de l'environnement, que sont les phéromones et la micro-encapsulation. Donc oui, c'est une vraie démarche d'avenir, parce que les phéromones aujourd'hui permettent d'être une alternative crédible aux pesticides. Et puis, parmi toutes les solutions de biocontrôle, les phéromones présentent beaucoup d'avantages. Il n'y a pas d'intrants, c'est-à-dire pas de produits chimiques dans les sols, pas de résidus sur les végétaux, pas de toxicité pour les applicateurs ou les riverains, et c'est très sélectif. Donc effectivement, c'est une solution qui, quand on est capable de résoudre les verrous technologiques et les verrous de niveau de prix et de mode d'application, permet une lutte efficace contre les ravageurs et d'être une alternative très très utile et très crédible aujourd'hui et demain contre les pesticides. On l'a vu dans le film sur l'utilisation pour la protection des pins contre les chenilles processionnaires. À quels autres types de cultures est-ce que vous envisagez de pouvoir utiliser, pour quelles autres protections de culture est-ce que vous envisagez de pouvoir utiliser cette technique ? Bien, effectivement, la technologie donc, qui consiste à micro-encapsuler la phéromone dans de la cire naturelle permet d'améliorer l'efficacité et la durée de diffusion de la phéromone. Donc la rend beaucoup plus efficace, moins coûteuse, et on l'a vu avec le paintball, plus facile à utiliser. Alors on l'a testé sur les chenilles qui sont un vrai problème de santé publique et d'environnement, mais effectivement, une fois qu'on maîtrise cette technologie-là et qu'on l'a démontré là avec l'INRA, on peut l'étendre à un très grand nombre de cultures et de problématiques, en grande culture, en culture céréalière, en verger, en jardin privé, en espace vert public, contre des ravageurs des fruits et légumes, ou des arbustes, ou au milieu forestier. Donc effectivement, il y a une grande possibilité de décliner ces technologies, et on espère que ça va pouvoir accompagner les initiatives de la puissance publique qui consistent à limiter, restreindre, voire interdire dans certaines circonstances les usages de pesticides, notamment avec la loi Labbé ou les lois d'avenir. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Johan Fournil, d'être venu témoigner. On peut vous applaudir encore. Vous avez reçu le grand prix du jury dans la catégorie Innovation dans les technologies. Et vous rapporterez votre trophée pour la même raison. On m'a annoncé que la ministre allait arriver sur le salon dans une dizaine de minutes. Elle va tourner un petit peu dans le salon et viendra ensuite nous rejoindre ici sur l'espace trophée. Troisième catégorie, biodiversité entreprise, avec Laurent Tapalidas, donc du commissariat général du développement durable. Il y a deux lauréats dans cette catégorie, Environmental Sediments Treatment et L'Oréal ARP Astrans, une catégorie qui est présidée par Bénédicte Sergent, directrice développement durable de CCI France. Elle va venir nous rejoindre sur le plateau. On peut l'applaudir. Et c'est Environmental Sediments Treatment qui reçoit le coup de pouce du jury pour son projet de dragage des sédiments marins et fluviaux. Je vous laisserai la parole dans un instant. Et j'appelle sur le plateau Philippe Pétard, qui est directeur fondateur de ST. On peut l'applaudir. La société ST a conçu un procédé innovant, environnemental et économique de dragage qui consiste à extraire les sédiments au fond d'un plan d'eau afin de pouvoir les réutiliser au lieu de les immerger. Cette solution est la seule qui permette un pré-traitement et un conditionnement des sédiments sur place, ce qui crée une économie circulaire. Le procédé reconstitue la biodiversité des milieux aquatiques et permet l'utilisation de matières organiques à la place, bien sûr, d'engrais chimiques. Peut-être deux questions, M. Tapadinas. Avec le même micro, pardon. Peut-être un micro, voilà. Donc vous avez dit que c'est la seule technique qui permet d'eau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les avantages de cette technique de robot dévaseur ? Oui, tout à fait. En concevant ce nouveau procédé de dragage, nous nous sommes orientés sur un dragage curatif et préventif en enlevant un petit peu plus de sédiments qu'il n'en arrive en 24 heures. Donc nous avons contourné beaucoup de problèmes liés au dragage actuel, à savoir en premier lieu respecter le site, sa faune et sa flore, et dans un deuxième temps, nous nous sommes aperçus que franchement, nous franchissions des paliers sur les différents problèmes liés au dragage, avec une possibilité nettement améliorée de valorisation des sédiments pour pouvoir les réutiliser, entre autres pour leur valeur agronomique,
sur les terrains agricoles en remplacement des engrais. Et l'ensemble du procédé va jusqu'à palettiser en briques de boue les sédiments, ce qui nous permet d'économiser 96% des transports. Et quelles sont les prochaines étapes? Alors, avec notre partenaire l'IFP Énergie Nouvelle, nous sommes en plein développement technologique final. Début d'année, nous commencerons la fabrication des modèles commerciaux que nous pourrons commercialiser. Et les premiers robots dévaseurs seront installés fin du premier semestre 2016. Et entre-temps, nous avons différentes étapes, dont une présence à la COP21 sur le stand du ministère de la Recherche. Merci beaucoup Philippe Pétard, on peut encore une fois vous applaudir. Merci. Je voudrais me tourner vers Bénédicte Sergent qui a donc présidé cette catégorie. Biodiversité et entreprise, c'est un vocable qu'on n'aurait pas entendu il y a une dizaine d'années. Hein. Ça n'allait pas ensemble finalement. La biodiversité n'était pas au cœur des préoccupations. Et là, vous avez dû avoir des dossiers très intéressants. Alors oui, on a eu des dossiers vraiment intéressants. D'ailleurs, c'est la 4e année que je préside ce jury. Et je découvre des inventions, des projets, des prototypes qui montrent vraiment que l'entreprise maintenant réfléchit clairement à l'équilibre entre ses besoins économiques et la terre sur laquelle elle se trouve. Donc oui, et CCI France, on organise depuis maintenant 7 ou 8 ans un Tour de France biodiversité vers les entreprises. Et ce Tour de France, à chaque étape, puisqu'on en est à la 27e aujourd'hui, eh bien, il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui participent. Donc, je fais notre publicité, mais oui, c'est aussi pour montrer que vraiment les entreprises sont responsables. Voilà, rentre vraiment dans la réflexion sur l'équilibre. En fait, la biodiversité est rentrée maintenant dans la RSE complètement. Voilà. Cette RSE qui a été un petit peu, je dirais, floue à un certain moment pour les entrepreneurs, et bien maintenant, elle a une vraie signification et la biodiversité en fait partie. Et pour illustrer ce que je viens de dire, on va tout simplement voir qui a remporté le grand prix dans cette catégorie biodiversité entreprise. Alors, je voudrais simplement quand même dire que c'est important pour le jury de récompenser une start-up française qui s'était penché sur un prototype qui pouvait faire le tour du monde. Donc là, vous parlez je parle de EST qui vient de passer. Parce qu'effectivement, l'entreprise qui va recevoir le Grand Prix n'est pas une start-up. Non. Grand Prix et mention spéciale lutte contre le changement climatique pour son bâtiment durable connecté à son territoire dans la catégorie biodiversité et entreprise. Eh bien, c'est pour L'Oréal ARP Astrance, et j'appelle sur le plateau Didier Bouche, le directeur de campus. L'Oréal ARP Astrance présente un projet architectural ambitieux en termes de réduction des impacts climatiques, géothermie, toiture végétalisée, puits canadien. Son impact sur la biodiversité est également important. Le nouveau bâtiment de recherche construit sur un terrain de 2 hectares de friche industrielle et connecté à son environnement tant écologique que socio-économique. Il contribue ainsi à la biodiversité locale. C'est aussi un lieu unique qui participe au bien-être des collaborateurs. Une image valant 1000 mots. Regardez le reportage sur L'Oréal. Nous sommes dans le plus grand centre de recherche cosmétique du leader mondial, L'Oréal, ce qui nous donne des responsabilités en termes d'impact environnementaux et sociétaux. Aujourd'hui, c'est un centre de recherche cosmétique qui regroupe plus de 850 chercheurs et qui travaille pour l'ensemble des marques du groupe. Nous avons décidé de mettre en place un projet très engageant sur l'amélioration de la biodiversité au sein de ce campus. Nous avons tissé au fil des années des liens assez étroits avec les communes environnantes, en particulier la commune de Chevilly sur laquelle se situe le site, ce qui a facilité l'ensemble de nos réflexions et ce qui nous a permis très rapidement de vraiment travailler en commun avec l'ensemble des acteurs locaux. Un des objectifs a été de travailler sur la lutte contre le réchauffement climatique. Donc nous avons mis en œuvre un puits canadien d'environ 20 000 m3 qui préchauffe ou pré-refroidit l'air d'environ 4 degrés. Et pour compléter ce système, nous avons raccordé le bâtiment à la géothermie de la ville de Chevilly-Larue. Complété avec une enveloppe thermique performante, nous prétendons au label bâtiment basse consommation. On a commencé en 2012 à réfléchir sur la contribution des espaces verts d'entreprise
dans la biodiversité et notamment dans les trames vertes et les trames bleues. On a trouvé qu'il était intéressant d'intégrer cette notion de biodiversité dans une approche globale de la partie bâtiment durable. On travaille sur tous ces espaces extérieurs avec des aménagements spécifiques, notamment sur le traitement de l'eau. Donc on a travaillé sur le bâtiment, nous récoltons toutes ces eaux et nous avons créé des bassins de phytoépuration. L'eau que nous traitons avec ces bassins est réutilisée pour l'arrosage de la parcelle. Nous avons le jardin cosmétique d'une part, où on a des essences qui peuvent accueillir plusieurs espèces floristiques et également qui vont abriter des hébergements pour les insectes. Et on a également la zone de la cerisée. Le campus de Chevilly-Larue produit plus de 400 tonnes de déchets. Nous avons sur le site un centre de tri et nous demandons à chacun de nos collaborateurs de respecter un tri bien particulier. Nous mettons les collaborateurs au cœur des projets et la biodiversité est dans chacun de ces projets, dans le bâtiment où l'ensemble des salles de réunion sont décorées avec des espèces naturelles qui sont sur le site. Nous mettons en place un parcours pédagogique avec justement ces petits panneaux explicatifs qui permettent aux collaborateurs d'apprécier les espaces paysagers que nous mettons à leur disposition. La dernière partie de ma thèse a permis de montrer que les espaces verts d'entreprise étaient des lieux très intéressants pour les salariés qui pouvaient contribuer à leur bien-être parce que les gens allaient s'y promener. Ça leur permet d'avoir un contact avec la nature, un contact quotidien, ce qu'aujourd'hui on perd en milieu urbain et que finalement des espaces comme celui-ci, pour peu qu'on fasse un peu de communication, ça permet d'avoir une espèce de reconnexion avec la nature et de se sensibiliser aux enjeux de la biodiversité urbaine de manière générale. Ce projet s'inscrit aussi dans un projet corporate L'Oréal qui s'appelle Sharing Beauty with All et qui nous engage dans une amélioration de l'empreinte environnementale de nos produits, dans des engagements en faveur de la biodiversité, également dans la réduction de notre empreinte carbone, mais aussi dans le progrès social. L'Oréal, grand prix donc de la catégorie biodiversité entreprise. Avant de vous laisser la parole, M. Tapadinas, pour poser une ou deux questions effectivement à notre invité, je voudrais signaler quand même la présence d'Alain Griot, le président de la catégorie précédente, parce que voilà, on peut l'applaudir. Alain, il n'était pas là, il était bloqué, mais on a essayé de te remplacer au pied levé et de remettre au mieux les prix pour la catégorie innovation dans les technologies. Monsieur Tapadinas, je vous laisse la parole. Oui, merci. Simplement, on est dans la catégorie donc biodiversité entreprise. Je crois qu'on a eu pas mal d'illustrations dans le film de la consistance du projet. Peut-être pouvez-vous nous dire, avec vos mots, en quoi le projet effectivement contribue à la fois à la biodiversité et peut-être plus largement au maintien au développement des écosystèmes. Merci. Tout d'abord, je m'associe à Art Trans pour vous remercier pour ce prix. Alors ce prix, c'est surtout une démarche, et une démarche qui est pour parler de biodiversité. Nous avons transformé une friche industrielle de plus de 2 hectares en un site qui accueille maintenant, comme vous avez pu le voir, en l'espace de 3 ans, une diversité d'insectes dans un premier temps, et maintenant aussi d'oiseaux. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a profité d'un projet pour non seulement développer notre site, mais le mailler avec les 5 hectares qui existaient déjà, puisqu'on a la chance d'avoir un site de 7 hectares, et aussi s'associer aux partenaires locaux que sont le département et les communes pour avoir une réflexion plus ample et réfléchir à ce que peut être l'impact d'un jardin privé dans un corridor potentiel vert sur l'Île-de-France. Alors ma deuxième question sera posée depuis ce micro. On a eu un petit aperçu dans le film. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus en quoi votre projet contribue également à la lutte contre le changement climatique? Alors notre projet, c'est avant tout une démarche. Comme vous l'avez vu, nous sommes inscrits dans les objectifs ambitieux du groupe. Les objectifs du groupe sont sur l'énergie. Sur l'énergie, nous essayons de plus en plus de nous tourner vers des énergies renouvelables. Et spécifiquement sur le site, nous avons la chance d'avoir un réseau de géothermie
performant. Donc déjà nous avons travaillé pour muter tout doucement le site vers la géothermie. Derrière, c'est un centre de recherche, donc là aussi sur l'énergie nous avons réfléchi à notre niveau pour trouver des alternatives que sont des puits canadiens. Vous avez sur le site maintenant 2 puits canadiens et nous avons la chance de développer un troisième projet. Et ce puits canadien, finalement, c'est une énergie qui est gratuite et qui s'insère parfaitement dans le paysage, puisqu'au-dessus, nous avons planté des arbres, des jardins, et il n'a aucun impact sur l'environnement direct, ni visuel, ni autre. Merci pour votre témoignage. On peut encore une fois vous applaudir et vous rappeler de ramener votre trophée tout à l'heure. Alors, je suis encore avec vous, M. Tapadina, je crois, hein, il me semble, non ? Et oui, je suis encore avec vous, puisqu'on a la catégorie Management et Initiative pour le développement durable. Et nous avons 4 lauréats. La clinique Saint-Roch, Hachette Livre, la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne et Palme et Iloa Hôtel. J'appelle Arnaud Berger, le président donc, de cette catégorie, responsable du développement durable de Banque Populaire Caisse d'Épargne. Et on peut l'applaudir. Bonjour, bienvenue. Donc 4 lauréats et bien sûr un grand prix. Le premier prix revient à la clinique Saint-Roch qui obtient la mention coup de cœur du jury pour le déploiement d'une démarche de management environnemental. Et c'est Joël Clich, le président de la clinique Saint-Roch, qui va nous rejoindre. On peut l'applaudir. La clinique est un établissement de santé réparti sur 3 sites en Nord-Pas-de-Calais qui a lancé dès 2008 une politique de développement durable grâce à une gouvernance et à des outils efficaces de management. Le projet prend sa pleine dimension en 2012 par un engagement volontaire à l'exigeante démarche EMAS, Eco Management and Audit CHIM, maîtrise de l'énergie, gestion de l'eau, réduction et valorisation des déchets de santé, lutte contre le gaspillage, réalisation architecturale exemplaire, éco-gymnase labellisé BBC HQE, sont mises au service d'une médecine sociale, écologique et culturelle. Ça aussi, ce sont des mots assez nouveaux. Monsieur Tapadinas, peut-être une question ou deux à Monsieur Clich. Oui, une question un peu simple. On imagine bien que pour une clinique, la priorité, c'est quand même déjà la santé. Et or, on a vu dans ce projet, effectivement, des résultats déjà impressionnants. Comment est-ce que vous avez pu réussir à concilier ces deux objectifs, maintenir la priorité santé et en même temps être aussi performant en matière de développement durable? Tout d'abord, merci pour ce prix. Simplement, issu d'une famille d'entrepreneurs et d'experts comptables, j'ai fait médecine en 1975. Et mon exercice traditionnel, très vite, a été complété par des thérapeutiques alternatives et naturelles. Fort d'une culture proche du patient, ayant le pouvoir de décision, j'ai créé, développé et exploité des structures de soins de suite et de rééducation, et tenant compte du capital immatériel que représentait pour moi le développement durable pour notre société. Ce défi pour la planète, la Fédération d'hospitalisation privée l'a décliné par une commission développement durable que je développe, que je préside. Ensemble, nous sommes fiers de contribuer à une meilleure santé de nos concitoyens. Alors j'ai un peu envie de vous demander comment, quelles sont effectivement les innovations que vous avez plus particulièrement développées au sein de la clinique en la matière. Donc trois thèmes. D'abord, une harmonie permanente des éco-gestes, un éco-gymnase certifié BBC, HQE, un enregistrement EMAS, un triple bilan carbone et des réalisations qui dépassent actuellement les normes environnementales. Le passage d'une démarche développement durable en démarche sociétale. Par des actions de mécénat, nous associons nos activités physiques, mnésiques à la société civile. Avec respect, se côtoient des personnes en situation de handicap et sportifs de haut niveau. Et enfin, du rêve puisque ma société a acheté le Blériot 11, qui est un avion mythique, qui est le premier à traverser la Manche. Et c'est avec plaisir que nous voyons les écoliers venir le voir avec émerveillement. Merci à vous, on peut vous applaudir. Je voudrais rajouter
Quelques résultats environnementaux. Sur la période 2011-2014, baisse de consommation de gaz, d'électricité et d'eau de moins 63, moins 18 et moins 57%. Et en 2015, baisse de ces émissions de gaz à effet de serre, moins 42% en 3 ans. Illustre parfaitement l'implication de cet établissement et de son président ici présent. Je voudrais me tourner rapidement, pas rapidement, pourquoi rapidement, vers Arnaud Berger, qui est le président de cette catégorie. Monsieur Berger, on va vous donner un micro. Qu'est-ce que cette catégorie de management et initiative pour le développement durable a représenté en termes d'abord d'écoute, bien sûr d'analyse, et qu'est-ce que vous en avez retiré sur les initiatives des entreprises justement? Alors, il faut savoir que chaque année, c'est à peu près plus d'une centaine de dossiers que reçoit le ministère de l'Environnement à travers ses réseaux et notamment les CCI régionales. Et à partir de là, le jury se prononce. Et je dois avouer que voilà, pour monsieur de la clinique Saint-Roch, il a reçu le coup de cœur du jury parmi l'ensemble de ces dossiers analysés. Et pourquoi? Parce que on voit qu'une tendance se dessine. Il y a quelques années, voilà, on était très axé sur le management de l'environnement. Et monsieur le montre avec EMAS. Mais il y a la dimension supplémentaire qui s'est installée dans cette analyse, dans ce management, notamment avec des résultats très forts en matière de résultats donc, environnementaux, mais aussi une démarche sociétale et sociale, comme il a pu être montré, et notamment un gymnase écologique, mais avec une rééducation où se côtoient effectivement valides et convalescents, comme on a pu le voir, c'était particulièrement fort et méritait le coup de cœur du jury. Voilà. Oui, et j'imagine que prendre des initiatives dans le management environnemental en temps de crise, entre guillemets, en temps de difficultés économiques, c'est d'autant plus louable et vertueux. Ces entreprises s'engagent vraiment, alors que bon, il y a peut-être quelquefois d'autres priorités. Alors, dans le prisme qu'on peut voir, effectivement, il y a la crise, mais alors c'est une tendance que l'on va retrouver dans les autres dossiers. Les TPE-PME agissent beaucoup, quoi. Voilà, les petites entreprises dans les territoires agissent beaucoup à la fois pour l'environnement et pour l'emploi et arrivent à concilier les deux. On le voit avec le prix, la coup de cœur d'aujourd'hui, mais je pense qu'on va le voir avec les autres produits et d'ailleurs les autres prix qu'il y a eu. Voilà, il y a une vraie action aujourd'hui de conciliation de l'environnement et de l'emploi. Ce n'est pas du tout antagoniste. C'est juste un modèle de développement qui est beaucoup plus réfléchi, comme on peut le voir dans les présentations des dossiers. Et le jury que vous avez présidé a décerné une mention spéciale lutte contre le changement climatique à Hachette Livre pour Cap Action Carbone. Et j'appelle sur le plateau Jean-François Lié, le directeur technique d'Hachette Livre, qui va venir nous rejoindre. Hachette Livre présente un programme de réduction des gaz à effet de serre baptisé Cap Action Carbone, initiative sans équivalent dans le secteur de l'édition et qui repose sur un management environnemental global visant à la mise en synergie de tous les acteurs de la filière, les lecteurs bien sûr et l'ensemble de la chaîne des métiers du livre, du fournisseur au distributeur, grâce à des mesures innovantes dont la création d'un devis de fabrication bilingue en euros et en équivalent CO2 et la mise en place d'un étiquetage environnemental de chaque livre. L'entreprise, écoutez bien, a réduit ses émissions de CO2 de 16% entre 2008 et 2012. Et on a un nouveau langage, il y a le langage financier et le langage environnemental avec l'équivalent CO2. Monsieur Tapadinas. Oui, vous avez évoqué les lecteurs et j'ai un peu envie de demander du coup comment cette démarche qui est mise en œuvre par Hachette se traduit pour justement ces lecteurs et consommateurs de livres. Tout d'abord, merci au jury de nous avoir remis cette mention spéciale. Je voulais effectivement passer ce message juste avant de répondre à votre question. Clairement, parmi les 3 objectifs que l'on s'était fixés au travers du groupe développement durable qui travaille au sein d'Hachette Livre, qui consistait à réduire notre empreinte carbone, être l'un des leaders du développement durable sur notre secteur d'activité qui est l'édition de livres. On a aussi souhaité travailler à la sensibilisation des consommateurs en travaillant sur plusieurs axes. Tout d'abord, on a mis en place au niveau de chaque production de livres, la capacité de déterminer quelle était l'empreinte carbone en scope 3 de la production de cet ouvrage. Et cette information est aujourd'hui figure sur la majorité des ouvrages qui sont publiés par les différentes maisons du groupe Hachette Livre. On insiste aussi sur ce point-là au travers d'un message qui vise à renforcer ou à informer les consommateurs de l'engagement
des différentes maisons d'édition qui composent le groupe sur le développement durable et sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a aussi voulu communiquer au travers d'un logo, tout simplement, qui mentionne l'origine des fibres de bois qui sont utilisées pour produire le papier, parce qu'on est des consommateurs de papier assez importants. Nos ouvrages sont encore physiques, fabriqués à base de papier. Et en fait, on indique sur chaque ouvrage si le papier a été fabriqué avec des fibres qui viennent de forêts, de bois issus de forêts certifiées, gérées durablement, ou éventuellement de fibres recyclées. Et puis, pour terminer, on a souhaité indiquer tous ces éléments-là au niveau de l'achevé d'imprimé sur la plupart des ouvrages qui sont aujourd'hui publiés par le groupe. Oui, j'aurais une deuxième question. Là, effectivement, on a vu comment ça se traduit vu du lecteur, mais on est dans une catégorie qui s'intéresse aux problématiques de management. En interne, comment est-ce que vous avez mobilisé vos collaborateurs sur cette démarche ? Alors, la communication interne s'est faite tout d'abord au travers d'une sensibilisation qui a été réalisée à tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit au niveau des équipes dirigeantes de chacune des maisons d'édition qui composent le groupe, au niveau des acteurs principaux qui sont sur des activités qui vont contribuer le plus fortement aux émissions de gaz à effet de serre, et en particulier les activités de fabrication au travers des approvisionnements de papier, au travers des opérations d'impression et de façonnage. On représente en gros les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre d'un groupe comme Hachette Livre. Donc ça a été un premier point de sensibilisation. Ensuite de ça, on a beaucoup travaillé en interne de manière à pouvoir donner les outils nécessaires à chacun des décisionnaires quant à la contribution, quant aux émissions de gaz à effet de serre associées à la production ou à la publication de chaque ouvrage. Et pour ce faire, on a tout simplement développé en interne une calculette double qui, au niveau de chaque étude, au niveau de chaque devis, va pouvoir non seulement déterminer ou préciser les caractéristiques techniques d'un ouvrage, mais aussi bien sûr le coût économique et pour terminer le coût en termes d'émissions carbone. Donc aujourd'hui, chaque éditeur a la possibilité d'avoir à sa disposition et de pouvoir faire des comparatifs entre plusieurs alternatives, entre plusieurs façon de produire un ouvrage, entre plusieurs formats, entre plusieurs types de papier. Chaque éditeur a la possibilité d'avoir à sa disposition les émissions de gaz à effet de serre qui sont associées à cette production. Hachette Livre, donc, qui obtient la mention spéciale lutte contre le changement climatique pour Cap Action Carbone. Bravo à vous encore une fois. Je vous le disais, il y a 4 lauréats dans cette catégorie. La Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne reçoit le 2e prix pour la démarche ABCDE, Agir en banque coopérative durable engagée, du management de la RSE au management par la RSE. J'appelle sur le plateau Yves Sand, le directeur de développement durable RSE et innovation de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne. On peut l'applaudir. Alors, Monsieur Berger, c'est un petit peu un collègue à vous, on va dire. On va reprendre le micro, voilà. Alors oui, autant voilà, pour Hachette Livre, on avait reconnu aussi la pédagogie de filière, parce que ça entraînait, c'était un effet d'entraînement, voilà, cette analyse du papier sur la filière, avec la Banque Populaire, voilà, là on a affaire à une banque régionale, mais aussi une entreprise régionale. Et donc, c'était de voir l'organisation qu'elle avait en matière de management interne. Mais la banque a ceci de particulier, c'est qu'elle peut agir dans les deux, c'est-à-dire à la fois en interne, mais aussi vis-à-vis de ses clients. Et aujourd'hui, COP21 oblige, de plus en plus, les banques sont sollicitées sur les manières de financer la lutte contre le changement climatique. Alors ABCDE est le nom d'une démarche de développement durable de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, banque coopérative, vous l'avez dit, certifiée ISO 26000. Cette banque de proximité implantée sur 9 départements et forte de 3000 collaborateurs a placé sa démarche au cœur de la responsabilité sociale d'entreprise. Transparence, sincérité, accompagnement et amélioration sont les valeurs d'un management environnemental global et en plein essor, et qui a été marqué par de belles étapes, le lancement de Prévert en 1990, financement de l'habitat durable en 2015 et enfin réalisation en 2014 de votre siège social certifié NF-HQE qui permet la réduction par 4 de votre consommation énergétique. Monsieur Tapadinas.
Oui, et on est effectivement dans le contexte de la COP21, donc ce qui me permet de rebondir sur les enjeux en matière de réduction que vous avez évoqués. Et du coup, dans ce contexte-là, comment votre entreprise se situe-t-elle dans cette démarche globale de management D'abord, la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne et ses 3000 collaboratrices et collaborateurs sont très honorés du prix du ministère et de l'ADEME. Très clairement, notre démarche, c'est d'impliquer tous nos collaborateurs, bien sûr, mais également toutes les parties prenantes avec qui nous travaillons, nous œuvrons sur les territoires. Et cette démarche ABCDE se décompose de 5 piliers, de 25 axes de progrès, de 125 actions que nous déployons au sein de la banque. 2 leviers très forts. Le premier, c'est l'amélioration continue. Nous n'avons pas voulu dire que nous le faisions, mais nous avons voulu être évalués et certifiés. Nous sommes reconnus à FAC 26000, donc la norme internationale de l'ISO 26000. Et depuis peu, nous avons la labellisation Lucie. Ça veut dire qu'on regarde ce que l'on a fait et ce que l'on va faire demain. Et puis, bien sûr, ce sont aussi les résultats qui comptent. Les résultats, la rénovation du siège social de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne à Metz, en face de la gare, je vous invite bien sûr à le visiter. C'est un quartier en cours de classement à l'UNESCO, c'est 20 000 mètres carrés, on ne peut pas toucher aux façades. Et pourtant, nous avons réussi à faire une densification urbaine de plus de 4 000 mètres carrés, de réduire la consommation énergétique du site de 220 à 55 kWh par mètre carré an. Nous transformons le chauffage actuel en un chauffage urbain à énergie renouvelable à plus de 65%. Et bien sûr, l'ensemble de cette démarche est accompagné d'un plan de déplacement d'entreprise. Plan de déplacement d'entreprise qui a une première, une particularité, c'est que nous avons décidé là également de nous faire auditer par la CARSAT. Donc nous avons fait un premier partenariat en France entre une banque et la CARSAT qui évalue nos risques et qui nous permet d'œuvrer sur le long terme, à la fois pour nos collaborateurs, ceci est important, mais également pour nos clients, puisqu'on favorise toutes les démarches d'écomobilité. On a des classes virtuelles, on a des visioconférences, on a des signatures électroniques à distance. Et si je reviens juste sur le site immobilier, sachez que c'est le premier bâtiment en France, hors Île-de-France, à atteindre le niveau NFHQE, haute qualité environnementale, niveau exceptionnel, avec 12 cibles classées très performantes et performantes sur les 14. Donc je vous invite vraiment à venir le visiter. Merci. J'aurais une autre question complémentaire. On a parlé tout à l'heure de la COP21. Cette année, notre ministre le dira peut-être, a été marquée aussi évidemment par la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Vous êtes une banque. Est-ce que vous êtes aussi mobilisé dans le cadre de la croissance verte? Oui, alors nous sommes convaincus que la croissance verte se gagne en région. La banque a été la banque de référence dans tous les débats régionaux et notamment ceux au niveau des débats sur la transition énergétique. Vous l'avez évoqué, on est banquier historique, on avait créé la gamme Prévert en 1990. Nous, on considère qu'il est important d'avoir un maillage relativement fin. Nous avons 272 agences qui doivent créer de la confiance pour que se concentrent les investissements en matière de rénovation énergétique et également l'accompagnement de tous les porteurs, qu'ils soient privés, professionnels ou corporate. Dans cette démarche, on a mis en place une nouvelle gamme qui sort ce mois-ci, qui est en phase d'ailleurs avec ce qui est fait avec les nouveaux certifications, ce qu'on appelle la NF Habitat. Donc c'est une première également en France. Mais on a aussi décidé de flécher, avec notre livret Éco des Verts, 150 millions d'euros fléchés sur la rénovation énergétique des logements sur nos territoires. Monsieur Berger, vous êtes le directeur de développement durable du groupe BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui est un énorme groupe bancaire. On peut dire aujourd'hui, enfin c'est pas nouveau, mais on le constate aujourd'hui à travers tout ce qui est fait, que les directions d'aider sont très innovantes, très écoutées, très moteurs dans les entreprises aujourd'hui. Donc, ce n'est pas tant les directions que le développement durable lui-même, qui est vecteur d'innovation et d'un développement économique intégrant ces critères environnementaux ou sociaux. Et on le voit encore, là, il y a une démarche environnementale qui est teintée aussi
de questions solidaires et d'ingrédients solidaires. Sinon, l'entreprise ne serait pas labellisée Lucie ou AFAC 26000. Donc, ce n'est pas les directions de développement durable qui créent le marché. C'est le marché se développe avec ces critères et aujourd'hui, c'est porteur. On le voit à travers toutes les innovations. L'intérêt du développement durable quand il est dans l'entreprise, c'est d'anticiper ces bruits faibles qui sont en train là, de devenir conséquents et de se densifier pour pouvoir les accompagner au mieux. Et aujourd'hui, on est dans la transition énergétique. Cela se voit à travers la massification des investissements. Tout l'intérêt pour les banques régionales, pour les banques ou les PME, c'est de pouvoir l'accompagner, on le voit avec de nouvelles offres, de nouveaux financements, tout le but étant au final quand même de créer l'emploi que l'on attend à travers ce cycle vertueux. Charité bien ordonnée, commençant bien sûr par soi-même. Et en région, c'est aujourd'hui ce qu'on peut voir, oui, par rapport aux témoignages que l'on a, au-delà des groupes qui parfois font des initiatives de filière, comme on l'a vu avec Hachette. Merci beaucoup. Donc, et on félicite encore la Banque Populaire dans cette catégorie management et initiative pour le développement durable. Nous allons maintenant remettre le grand prix de cette catégorie. Et ce grand prix, on peut vous applaudir. Et ce grand prix est décerné à Palm Iloa Hotel, grand prix du jury pour la création d'un système de management environnemental. J'appelle sur le plateau Patrice Petta, directeur du Palm Hotel Spa. On l'applaudit. L'Iloa Seaview Hotel et le Palm Hotel et Spa sont situés à l'île de la Réunion, territoire classé depuis 2010 à 40% de sa superficie au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa richesse naturelle et sa biodiversité. Afin de préserver ce cadre exceptionnel, vous allez le voir dans un instant, ces deux établissements hôteliers ont pris l'initiative de développer un projet de management environnemental ambitieux, concrétisé par l'obtention de l'écolabel européen service d'hébergement touristique, qui est en fait un label écologique très exigeant à l'approche multicritère. Premiers hôtels labellisés de l'île de la Réunion, ils se positionnent comme la référence d'un tourisme éco-responsable. Avant de vous entendre, parce qu'on a plein de questions à vous poser bien évidemment, regardons ce que vous avez fait chez vous là-bas dans l'océan Indien sur l'île de la Réunion. La Réunion bénéficie d'un patrimoine naturel exceptionnel. Il m'a paru essentiel que nos hôtels s'intègrent dès leur conception dans cet environnement et qu'ils s'engagent pleinement dans une démarche éco-responsable. La marque Hôtel & Co regroupe deux établissements hôteliers. Iloa Saint-Leu sur la côte ouest, un hôtel 3 étoiles de 80 chambres sur 2,5 hectares, et le Palm Hôtel & Spa aux portes du Sud Sauvage, de 5 étoiles de 65 chambres et suites. Ces deux hôtels emploient 180 personnes et accueillent chaque année 90 000 clients. Ils sont composés de villas et bungalows qui privilégient les matériaux naturels et les principes de l'architecture bioclimatique. Nous avons décidé de mettre en place un système de management environnemental au sein de la structure, avec un triple objectif: placer chaque impact environnemental dans toutes nos décisions et dans tous nos changements d'orientation stratégique, harmoniser les politiques environnementales des deux structures et placer un objectif de certification environnementale au centre de notre stratégie d'entreprise, en choisissant notamment d'obtenir l'écolabel européen. Nous avons créé dès le départ un poste de responsable qualité environnement. Ma mission a débuté en réalisant pour chacun des deux hôtels un état des lieux environnemental et en fixant avec la direction des objectifs chiffrés à travers un plan d'action précis sur 4 thèmes principaux. Il y avait l'énergie, l'eau, les déchets et les substances chimiques. Pour l'énergie, 60% de nos consommations sont issues de sources d'énergie renouvelables. 50% de notre eau est chauffée grâce à des panneaux solaires. 100% des collaborateurs sont formés au moins une fois par an. Au-delà de la formation qui a pu leur être dispensée, il a fallu les convaincre du bien fondé de ces actions, que tous ces bons gestes éco-responsables soient reproduits en dehors du milieu de travail. Et je pense que ça a été le pari réussi de la formation et la motivation des équipes au sein du Palm. Pour les substances chimiques, 80% de nos produits d'entretien sont écolabellisés et donc plus respectueux de l'environnement. Pour lutter contre les nuisibles, nous avons recherché des produits 100% naturels comme la terre de diatomée. Afin de réduire notre consommation d'eau, la direction a également décidé de stopper le renouvellement systématique du linge en chambre. Aujourd'hui, c'est nos clients qui s'engagent à demander ce renouvellement. Une des principales difficultés que nous avons rencontrées, c'est effectivement de concilier effort environnemental et confort de nos clients. Et le Palm en tant que 5 étoiles a mis pas mal de temps à faire comprendre à nos invités que hôtellerie de luxe n'était pas forcément synonyme avec emballage individuel pour des produits d'accueil. C'est vrai que ça a été une difficulté, mais en même temps, on a
très vite reçu des clients qui étaient sensibilisés à ça et qui nous ont suivis dans cet effort de concevoir peut-être le luxe en hôtellerie d'une façon un petit peu différente. Nous sommes très fiers d'être la première entreprise touristique réunionnaise à obtenir ce prix Entreprise et Environnement, qui, nous l'espérons, encouragera les autres acteurs locaux à s'engager comme nous à positionner l'île de la Réunion comme une destination verte et responsable. Palme et Iloa Hotel qui reçoit le grand prix du jury pour la création d'un système de management environnemental. Oui, ça fait un petit peu rêver. C'est sûr que c'est mieux que le périph'. Oui, bon, ça nous réchauffe un peu. On a vu la démarche de management, on a aussi un petit peu vu les clients, et vous avez indiqué dans le film que les clients sont sensibles à cette démarche. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, comment ils perçoivent, et est-ce que c'est du coup un élément important pour eux? Merci tout d'abord, merci pour ce prix et ravi d'avoir fait quelques kilomètres pour venir jusqu'à vous, mais je suis vraiment honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Alors oui, nos clients ont été parfois au début un petit peu surpris, voire même déstabilisés par cette démarche parce qu'elle bouscule un petit peu les codes de l'hôtellerie classique et de l'hôtellerie de luxe en particulier, en mettant notamment les clients au centre de cette action comme des acteurs. Ils participent par exemple au tri sélectif en chambre, ils demandent effectivement le renouvellement ou pas de leur linge de chambre. On leur propose des prestations un petit peu originales pour des établissements comme les nôtres, comme par exemple tendre vers la suppression de l'emballage individuel pour les produits d'accueil, pour le petit déjeuner notamment. On privilégie les douches à l'italienne plutôt que des baignoires. On les sensibilise tout au long de leur séjour à l'impact environnemental de notre secteur d'activité. Donc ils étaient un petit peu surpris au début, mais ils ont très vite adhéré à cette démarche parce qu'elle s'inscrivait naturellement dans une logique de préservation de notre environnement. Et en ce qui nous concerne, cet environnement, c'est l'exceptionnelle richesse de l'île de la Réunion. Et c'est justement cette richesse qui motive la venue de ces clients qui sont avant tout des touristes sur notre île. Et donc, pour eux, il semblait tout à fait normal qu'on s'oriente vers cette nouvelle forme d'hôtellerie, ou en tout cas d'accueil en hôtellerie. Alors, si c'est déjà connu de la part de vos clients, le fait de recevoir aujourd'hui ce grand prix, qu'est-ce que ça va apporter de plus pour vous? C'est une grande fierté, encore une fois, je vous en remercie. Nous sommes très fiers, comme nous avons été fiers d'être les 2 premiers établissements hôteliers de l'île de la Réunion, et plus généralement des départements et territoires outre-mer français à obtenir l'écolabel européen. Mais que ce soit cette écolabellisation ou ce prix Entreprise Environnement aujourd'hui, ce n'est en aucun cas pour nous une finalité ou un aboutissement. C'est au contraire un début, c'est une responsabilité, une motivation supplémentaire pour être encore plus exigeant et encore plus ambitieux dans cet engagement environnemental. Et je crois aussi beaucoup en ce prix pour tenter de convaincre, et je suis sûr que ça va marcher, d'autres entreprises touristiques de l'île de la Réunion et plus largement l'ensemble du secteur touristique réunionnais à nous rejoindre dans cet engagement et faire en sorte que la Réunion devienne effectivement une destination verte et que le développement durable soit placé au centre de son développement économique et touristique. Merci Monsieur Pétat, et on souhaite Merci effectivement que vous continuez à donner l'exemple et à faire des émus. On vous applaudit encore une fois. Merci. Vous pouvez regagner votre place, et je rappelle même pour les Grands Prix, vous les remettez en place, voilà, comme ça. Madame la ministre est déjà dans le salon, elle va bientôt arriver sur ce plateau, sur cet espace trophée. Nous allons maintenant procéder à la remise des prix de la 5e et dernière catégorie, la catégorie éco-produits. Donc c'est Fabrice Boissier de l'ADEME qui va m'accompagner et Arnaud Berger qui va rester avec nous. Il n'y a pas de raison, responsable du développement durable de Banque Populaire Caisse d'Épargne. Donc 2 lauréats, Géco Ingénierie et Géo Chambre F et Idéol. Géco Ingénierie et Géo Chambre F reçoivent ensemble le 2e prix, donc c'est un doublé, pour la création d'un géotextile 100% naturel et 100% éthique. Et c'est Frédéric Roure, président de Géco Ingénierie et Travaux et fondateur de l'industrie Géo Chambre F, qui nous rejoint. On peut vous applaudir. Géco Ingénierie est une entreprise spécialisée en génie écologique. Elle a été créée en 2000 et Géochambre F est une société qui vient de s'installer dans une ancienne friche industrielle dans Lyon, en Bourgogne, pour produire des géotextiles à partir de chanvre en 2016. Les produits concernés sont les géofilets pour le maintien des sols et la lutte contre l'érosion, et les paillages utilisés en agriculture pour couvrir les sols et empêcher la repousse des plantes parasites. Ces produits présentent des caractéristiques mécaniques similaires, voire supérieures à celles des géotextiles connus, à moindre coût. L'innovation consiste en une liaison mécanique des fibres de chanvre obtenues par un jet d'eau sous très forte pression en partant d'une nappe de foin brut. Voilà pour résumer, pour pitcher un peu votre activité. Et c'est donc bien sûr Fabrice Boissier qui va vous interviewer.
Oui, merci. Avant de parler du chanvre, peut-être parler de Géco-ingénierie. Vous êtes spécialisé en génie écologique. Vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi ça consiste? Oui, merci. Merci encore pour ce prix qui touche beaucoup la petite équipe. Donc, le génie écologique, c'est en fait d'intervenir avant que les terrassiers détruisent les milieux naturels. Ça veut dire que sur toutes les infrastructures linéaires, toutes les zones d'activité, il y a systématique des gros travaux lourds qui font que il y a des impacts assez forts sur les milieux naturels. Donc le métier de génie écologique, c'est d'arriver à venir récupérer tout ce qui est à sauver, de les mettre en multiplication, de les mettre en nurserie, si j'ose dire, de travailler avec des plantes locales, des agriculteurs locaux, et pour pouvoir refaire une nature la plus belle possible après, quoi. Donc après, le génie écologique, mon cœur de métier d'ingénieur écologue, c'est d'essayer justement de travailler au jour le jour avec les espèces protégées, la flore protégée, et maintenant avec des matériaux locaux à base de chanvre. Alors justement, le chanvre, ressource locale, c'est aussi une ressource vieille comme le monde, donc c'est une innovation qui s'inscrit dans une renaissance de cette utilisation du chanvre. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un panorama? L'utilisation du chanvre, c'est quoi dans l'histoire et aujourd'hui? Alors, le chanvre, il a toujours été utilisé pour sa résistance et sa souplesse. On faisait des cordes depuis des millénaires, et notamment la corderie royale de La Rochelle qui fournissait les cordes à Christophe Colomb pour aller jusqu'en Amérique. Voilà. Donc on n'a rien inventé, si ce n'est qu'avec le pétrole, on a perdu tous les usages de la fibre, et on se retrouve maintenant avec tous les dérivés propylène, tout ce qu'on veut comme produits et textiles à base de pétrole sourcé. Et depuis une trentaine d'années, on va dire que les fibres naturelles, l'ortie, la luzerne et le chanvre reprennent leur lettre de noblesse. Notamment le chanvre sur l'isolation du bâtiment, c'est un gros secteur sur la partie développement durable, et sur les graines avec tout ce qui est panetterie et huilerie fine, et notamment les fibres où on retrouve de nouveau ces caractéristiques physiques de résistance originelle, quoi. Alors on parle d'une ressource locale, naturelle, on parle de génie écologique, mais j'imagine que quand on est une entreprise comme ça qui s'engage sur les écoproduits, on a aussi un souci de démarche RSE, et donc l'impact socio-économique de votre entreprise, de votre activité, c'est de l'emploi gardé, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose que vous formalisez dans votre démarche? Disons qu'on a essayé de s'implanter dans une région déjà au cœur de la Bourgogne, qui est quand même la première région productrice de chanvre en Europe. Et donc en termes de circuit court, on est bien placé, notamment sur les voies navigables, pour essayer de faire aussi du fret, et notamment sur un tissu humain qui est notamment très accueillant, si j'ose dire, pour une PME, PMI, avec notamment Lyon Développement, la Chambre d'agriculture. Ça s'est fait à tous les niveaux, la BPI, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, tout le monde a joué le jeu pour accueillir une PME innovante. Un mot de commentaire, Monsieur Berger, sur ce prix, sur ce deuxième prix dans la catégorie écoproduits. Oui, alors je crois qu'effectivement le jury a été très attentif à ce projet. Alors, on parle souvent de développement durable comme une source d'innovation, et notamment sur la croissance verte. Mais vraiment, ce qui a été remarquable dans ce projet, c'est qu'aussi, on peut parler de PMI, et on oublie souvent ce terme, mais une réindustrialisation pour fabriquer cette fibre. On a été très sensible à ce sujet-là, et aussi même la structuration économique de l'entreprise, parce que monsieur, je crois, a créé une SIC aussi, et puis une SCOP pour pouvoir organiser son entreprise dans ce sujet, non? Outre le côté coopératif qui me tient à cœur, j'ai aussi bénéficié du savoir-faire d'un industriel petit local, Lafarge, qui m'a bien aidé sur le volet savoir-faire industriel, c'est certain. Voilà, quand les grands aident les petits et qu'on arrive à redynamiser le tissu local, à recréer de l'emploi, c'est un peu retour vers le futur où on utilise de vieilles méthodes, on retrouve de l'emploi, tant mieux. C'est comme ça qu'effectivement on revient dans le droit chemin, pour ainsi dire. On peut vous applaudir encore une fois. Monsieur Frédéric Roux. Nous allons maintenant remettre le Grand Prix, alors ça applaudit de tous les côtés, le Grand Prix dans la catégorie écoproduits, et c'est la société Ideol qui reçoit le Grand Prix de la catégorie écoproduits et le Grand Prix lutte contre le changement climatique pour une fondation flottante pour éolien en mer. On va voir les images dans un instant, c'est absolument passionnant. Et j'appelle sur le plateau Paul de la Guérivière, président-directeur général d'Ideol, qu'on applaudit bien fort. Basée à La Ciotat, sur la Méditerranée, Ideol est une start-up de 52 personnes qui double ses effectifs chaque année depuis sa création en juin 2010. Elle conçoit et fabrique des fondations flottantes pour tout type d'éoliennes en mer.
l'entreprise applique une modélisation mathématique maîtrisée depuis les années 2000 à la conception de flotteurs en anneaux carrés, vous allez comprendre, pour soutenir les éoliennes en mer. Le mouvement de la colonne d'eau au centre du flotteur la stabilise en contrecarrant les effets de la houle. Ideol propose la solution la moins chère au monde avec des flotteurs fabriqués en béton alors que les solutions concurrentes font appel à l'acier. Avant d'entendre Paul de la Guérivière, regardez ce que Ideol propose et pourquoi elle a reçu ce grand prix. On a voulu fonder Ideol il y a 5 ans avec l'objectif de trouver une nouvelle solution technique, une solution innovante qui permette de produire de l'électricité en répondant aux défis climatiques et énergétiques de notre temps. Trouver une solution technique qui permette de produire une énergie renouvelable, 100% verte, avec le moins d'impact possible et au moindre coût. L'innovation d'Ideol, c'est de l'éolien flottant. C'est faire de l'éolien en mer, loin des côtes, donc sans impact visuel, en allant chercher le meilleur gisement en vent, donc au large. Le produit Ideol s'appelle le produit Damping Pool. C'est un flotteur en béton sur lequel on pose une éolienne, qui permet d'installer de l'éolien en mer sans contrainte de profondeur. Ideol a développé une fondation sur la base d'un processus breveté d'amortissement de mouvement qui consiste en fait en une grande piscine au centre d'un flotteur en anneau, cette piscine servant à amortir les efforts de la houle incidente. Dans notre cas, une fondation flottante, c'est d'une part le caisson, la coque, ayant une flottabilité qui va permettre de supporter le poids de l'éolienne, et tout son système d'ancrage qui permet à la plateforme d'être maintenue en position, y compris en conditions de tempête. Ideol va installer en début d'année prochaine la première éolienne en mer en France. C'est le projet Flogen qui va être installé au large du Croisic. La construction de la coque, donc une coque en béton armé, sera faite par Bouygues TP, donc qui a travaillé effectivement sur la formulation des bétons, de telle sorte qu'on ait un béton bien adapté au milieu environnement. C'est un matériau qu'on utilise régulièrement pour la construction d'ouvrages portuaires et qui donc a de bonnes caractéristiques de durabilité, qui a l'avantage par ailleurs de pouvoir générer une activité et des retombées économiques au plus proche des sites d'installation, puisqu'on sait réaliser des ouvrages en béton un petit peu partout sur la planète. Le prototype doit être construit pendant une période d'à peu près 5 à 6 mois et il devrait employer environ 70 à 80 personnes pendant la durée de la construction. Comme dans d'autres pays, on s'aperçoit finalement que l'éolien flottant est installé avant de l'éolien en mer posé. La première éolienne en mer, en France, va être une éolienne flottante, qui démontre finalement la pertinence de cette solution technique. Il est beaucoup plus simple d'aller installer une éolienne flottante, qui est loin des côtes, qui gêne personne, que d'aller poser des éoliennes qui ont toute une logistique d'installation très compliquée. Avec l'éolien flottant, on pose l'éolienne à quai avant de remorquer l'ensemble au large. Aujourd'hui, Ideol, c'est le leader mondial de l'éolien en mer. C'est plus de 50 personnes. On est les seuls dans le monde à avoir une telle équipe. On a obtenu un gros contrat au Japon. Le gouvernement japonais est venu nous chercher. C'est parce qu'on a ce savoir-faire qui est absolument unique, qu'on a développé sur les 5 dernières années. On peut en être fier. Basé à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, je le rappelle. Oui, bravo. Une petite entreprise comme ça qui est créée à peine il y a 5 ans, déjà avec des innovations qui se positionnent sur le marché mondial. J'imagine que ça a dû être un parcours d'obstacles, un parcours de réussite aussi. Quel est ce qui vous a le plus marqué dans ces 5 ans comme réussite et dont vous êtes le plus fier? Je dirais que notre première réussite, c'est de démontrer que le changement climatique n'est pas une fatalité, qu'il y a des solutions, que par l'innovation, on peut apporter des solutions au changement climatique. On peut produire de l'électricité 100% verte, quasiment sans aucun impact, en maximisant les retombées économiques locales et avec en fait vraiment de l'innovation au service du changement climatique. Notre plus grande réussite, c'est aussi de démontrer que écologie peut rimer avec croissance, avec dynamisme, avec innovation. Vous l'avez mentionné, Ideol a été créé il y a un peu plus de 5 ans, on a doublé notre effectif chaque année, on est aujourd'hui environ 60 personnes. Notre produit garantit une production locale, on l'a vu dans le film, on construit nos blocs en béton, donc quand on va poser des projets, des éoliennes au large des côtes françaises, on va produire localement au plus proche des projets. Donc à chaque coup, des retombées économiques importantes. Notre réussite aussi, c'est de montrer que des startups françaises peuvent conquérir des marchés internationaux.
l'exemple du contrat qu'on a obtenu cette année au Japon le démontre. Mais je dirais que notre plus grande réussite, et je dirais la dernière, pour répondre vraiment à votre question, notre fierté, c'est finalement les équipes d'Idéol. On a des équipes extraordinaires qui portent cette innovation, qui portent ce projet depuis 5 ans. Et c'est sans doute notre plus grande réussite, c'est cette équipe extraordinaire. Alors, vous parlez d'une entreprise française qui conquiert des marchés, bien sûr, pour la France, c'est aussi une fierté. Qu'est-ce que vous pouvez dire du contexte français? Est-ce que vous pensez que vous avez les moyens de capter des marchés mondiaux? On sait qu'il y a une bataille industrielle mondiale sur l'éolien en mer. Le flottant, on a peut-être une petite avance. Est-ce que le contexte français est porteur pour vous? On a des atouts extraordinaires en France. La France a vraiment énormément de qualité. On a des ingénieurs de classe mondiale qui sont reconnus et recherchés partout dans le monde. On a également un très fort soutien politique, il faut le souligner. Madame la ministre n'est pas là, mais on peut en profiter. On a un très fort soutien politique pour l'innovation, pour les startups. Je peux citer le crédit impôt recherche, le statut jeune entreprise innovante, les investissements d'avenir. Donc toute une dynamique qui aide au développement de jeunes startups. Plus globalement, c'est un état d'esprit qui a changé en France ces dernières années et au plus haut niveau de l'État français. Il y a une vraie perception que les grands groupes de demain se construisent aujourd'hui par l'innovation, par des startups. Et alors dans ce cadre-là, vos prochains défis, c'est? Nos prochains défis, c'est après avoir obtenu la reconnaissance du principal marché dans le monde, le Japon, c'est d'obtenir la même reconnaissance sur le marché français. Il y a des appels d'offres qui ont été lancés par l'ADEME et notre défi dans l'année qui vient, c'est de pouvoir être positionné sur ces appels d'offres. On y est assez naturellement et idéalement par la pertinence de notre solution, mais c'est vrai que ça reste un défi pour des startups de convaincre non seulement à l'export, mais également en France, des grands groupes français. Je tiens quand même à remercier le soutien que Bouygues nous apporte depuis le début, donc qui témoigne que certains grands groupes français ont cette capacité de raisonner à la fois grands groupes et start-up, mais ça reste un défi de convaincre des grands énergéticiens français, par exemple, de voir une start-up d'un point de vue dynamique, non pas telle qu'elle est aujourd'hui, mais telle qu'elle sera dans quelques années. Donc c'est notre principal défi sur l'année qui vient. Arnaud Berger, un mot de complément peut-être. Deuxième exemple aussi, voilà, on a un écoproduit qui force voilà, le développement d'entreprises et même industrielles. On le voit là avec Idéol. Et aussi une démarche véritablement de filière, là plutôt donc industrielle avec un grand groupe comme Bouygues, mais ça peut être le cas d'autres groupes. Voilà, cet esprit de filière à chaque fois où on va... Bon, on parle de start-up, mais c'est création d'entreprise, quoi, hein, des PMI qui peuvent développer voilà, ces nouveaux marchés de demain, ou la résurgence de marché, comme on l'a vu préalablement. Ça a été très fort dans le jury pour pouvoir apprécier cette innovation. Et puis avec quelque chose derrière aussi, c'est à moindre coût. Parce que les éoliennes en mer demain, avec Idéol, rendront le kilowatt Oserais-je la question beaucoup moins cher. Et même, je pense, à parité réseau peut-être. Ouais, oserais-je la question à Paul de Guérivière. Combien ça coûte une éolienne? Ce qui est intéressant, je dirais, comme le premier prix que vous avez remis, c'est pas le prix du produit qui est intéressant, c'est le prix du service. Donc la question, c'est quel est le prix du kilowattheure produit? Et grâce à nos éoliennes en mer, on va chercher le gisement le meilleur, là où il y a le plus de vent. On va pouvoir exploiter des gisements en Méditerranée ou en Bretagne. On a un des meilleurs gisements européens en vent. Donc on a une ressource, on n'a peut-être pas de pétrole en France, mais on a une ressource, c'est du vent. Et aujourd'hui, on ne l'exploite pas parce que les côtes sont trop profondes. Grâce à notre technologie, on va pouvoir le faire. Et en plus, sans aucun impact visuel, puisqu'on va pouvoir se mettre à 20 km des côtes et ne gêner quasiment plus personne. Merci beaucoup et on félicite encore une fois Idéol qui reçoit le Grand Prix de la catégorie écoproduits et le Grand Prix lutte contre le changement climatique pour sa fondation flottante pour l'éolien en mer. Merci à vous. Merci d'avoir assisté à cette remise 2015 des prix entreprises et environnement organisée par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et bien sûr par l'ADEME. Merci d'être venu et rendez-vous l'an prochain.